Alors aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier. Oui, un texte qui a de quoi secouer, on peut le dire. C'est un texte qui s'intitule Manifeste pour une revigoration esthétique. Il est signé par un certain Fendevilliers. Et ce n'est pas juste un texte. Non, justement, on a le manifeste sous les yeux et il est accompagné de toute une série de photos, des sculptures de l'auteur. Et ces sculptures, elles sont frappantes. Ah oui, elles sont massives, très angulaires, pleines de tension. On dirait des corps en plein effort, comme figés dans le métal. C'est ça, en noir et blanc, avec une impression de puissance, de mouvement presque brut. Elles incarnent complètement les idées du texte, en fait. Et le texte, c'est la même chose. C'est un appel à l'action qui pose une question assez brutale. Est-ce que l'art contemporain est à la hauteur de notre époque? Exactement. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu ce cri du cœur et de voir ce qu'il propose. C'est une question frontale, et c'est ce qui rend le document si percutant d'entrée de jeu. Il ne prend pas de gants. Pas du tout. Ce n'est pas une analyse académique froide. Non, c'est un plaidoyer, un pamphlet, presque. On sent une urgence chez l'auteur. Et il démarre avec une image très très forte. Il met en opposition deux mondes. C'est ça. D'un côté, il y a notre monde. Celui des avancées technologiques spectaculaires, les voitures autonomes, les trains à lévitation magnétique, les fusées. Bref, un monde qui déborde d'énergie, de vitesse, d'ambition. Et de l'autre, il nous dit « Maintenant, allez faire un tour dans une galerie d'art contemporain ». Et là, le portrait qu'il en fait est, disons, peu flatteur. Il n'y va pas de main morte, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Il parle d'artistes qui, je cite, jouent encore avec des objets inanimés trouvés dans la rue. Ou qui s'extasient devant des briques et des décombres empilés. Le contraste qu'il dessine est volontairement violent. Il dépeint un monde de l'art qui serait non seulement déconnecté de l'élan de la société, Mais qui semblerait même s'en satisfaire. oui, il parle d'une culture esthétique en stase, figée. C'est exactement ça. Le sentiment qu'on a en le lisant, c'est celui d'un décalage, d'un immense décalage. Comme deux univers parallèles qui ne se croiseraient jamais. L'un est tourné vers le futur, l'autre. L'autre semble regarder ses propres chaussures. Et ce qui est intéressant dans cette critique, c'est qu'elle touche à une attente fondamentale vis-à-vis de l'art. Laquelle? L'auteur part du principe que la culture devrait être une avant-garde, un phare. Or, il a l'impression qu'elle est devenue une sorte de wagon de queue. Qu'elle a renoncé à son rôle de visionnaire. Exactement. Il y a une véritable frustration dans ces mots, le sentiment d'une promesse qui n'est pas tenue. Il cherche l'énergie, la flamme. Il ne la trouve pas. Et c'est là qu'il nous attrape en tant que spectateurs. Il ne se contente pas de faire un constat, il nous interpelle directement. Ah oui, avec cette question. Cette question que j'ai trouvée redoutable. Il demande si l'art que vous voyez aujourd'hui a 100 ans d'avance, est-ce qu'il dépeint une image d'un avenir qui vous excite? Et là, c'est vrai, on est obligé de s'interroger soi-même. Complètement. C'est un point crucial. Il ne dit pas seulement « l'art est ennuyeux », il demande vers quoi on veut aller. C'est ça. Cette question sur l'avenir qui vous excite, ça déplace complètement le débat du simple jugement de goût vers l'aspiration collective. Il ne veut pas juste critiquer, il veut rêver. Et son rêve est très clair. Très. Il veut des œuvres qui provoquent un changement spirituel dans l'esprit collectif. Rien que ça. Il parle d'œuvres qui dominent l'espace avec une gloire sans complexe. Fougueuse, énergique et forte. Et là, quand on regarde à nouveau les photos de ces sculptures, tout s'éclaire. Ces formes tendues, ces lignes de force. C'est exactement ça. Il ne fait pas que l'écrire, il le sculpte. C'est la mise en pratique de sa théorie. Il y a une cohérence totale entre le verbe et la forme. Absolument. Ces sculptures, ce ne sont pas des objets passifs. Elles ont une posture active, presque conquérante. Elles incarnent cette vigueur esthétique qu'il appelle de ses voeux. Voilà. D'accord, donc le constat est posé, le malaise est identifié, mais est-ce que le manifeste va jusqu'à nommer un coupable? Parce que souvent, ce genre de critique reste un peu vague. Pas du tout. Ici, il est très précis. Il identifie un adversaire, une philosophie qu'il nomme le postmodernisme. Et là encore, j'imagine qu'il n'est pas tendre. Non. Les mots sont durs. Il le décrit comme un tas monstrueux. Un tas monstrueux. Oui. Composé de jargon artistique déroutant, de concepts crispants, d'images dénuées de sens et d'esthétique faible. C'est une déclaration de guerre en bonne et due forme. Une esthétique faible, c'est une formule terrible. Qu'est-ce qu'il met derrière ça concrètement? Alors, selon lui, le postmodernisme a enfermé la création dans une sorte de cage idéologique, avec des règles très strictes. Ah oui, lesquelles? Il les énumère. Il faut tout déconstruire, et il faut systématiquement saper les fondations de la culture,
Il faut normaliser la faiblesse et valoriser le statut de victime. Et en miroir, Et en miroir, il faut considérer la force et l'ambition comme suspectes, voire oppressives. Pour lui, c'est un système de pensée qui a mené à une forme d'autocensure, à un affaiblissement général de l'expression artistique. attends, ce qui est assez fou dans son raisonnement, c'est quand il dit que suivre cette tendance, qui domine selon lui depuis presque un siècle, est en fait un acte régressif. C'est ça. Il est en train de complètement retourner l'étiquette d'avant-garde. C'est une affirmation assez audacieuse, non? C'est extrêmement audacieux, et c'est le cœur de son argumentation. En substance, il dit « Vous vous croyez subversif et progressiste, mais vous ne faites que répéter une formule inventée par vos arrière-grands-parents. » C'est bien vu. Pour lui, le véritable acte d'avant-garde, aujourd'hui, ce n'est plus de déconstruire encore et encore, mais de se demander ce qu'on peut construire. Et cette critique n'est pas complètement nouvelle, si. Non, tu as raison, ce manifeste ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un débat plus large qui existe depuis les années 80 sur la fin de l'art ou le cynisme postmoderne. Mais ce qui est différent ici, C'est qu'il propose une solution. exactement, il cristallise une frustration que d'autres ont exprimée, mais avec une proposition très concrète pour en sortir. D'accord, donc on a ce tableau très sombre d'un art qui serait emprisonné. On pourrait s'attendre à ce qu'il s'arrête là, sur ce constat un peu amer. Et non, c'est ça qui rend ce document si particulier. Il bascule complètement. Il devient un véritable manuel pratique, presque un guide pour l'insurrection artistique. Absolument. Il ne reste pas dans la critique. Il propose un plan d'action en 8 points pour, je cite, « marcher vers une nouvelle ère de vigueur esthétique Et c'est cette partie constructive qui donne toute sa force au manifeste, je trouve. ». C'est clair. Alors, explorons ce plan. Le premier point, ça semble définir une nouvelle ambition pour l'art. Oui, le premier point, c'est de créer un art qui élève, avec des formes explosives, dynamiques, pour galvaniser l'esprit du spectateur. L'art ne doit pas être un simple commentaire intellectuel, donc. Non, il doit être une expérience quasi physique, émotionnelle. Il doit nous faire nous sentir plus vivants. Il y a une dimension presque spirituelle là-dedans. Un art qui redonne de l'énergie, au lieu d'en prendre. Voilà. C'est lié à son deuxième point, sur l'harmonie de la composition. Qu'il ne voit pas comme quelque chose de mièvre, de joli. Pas du tout. Pour lui, c'est comme la résolution d'une équation complexe. L'harmonie, c'est la preuve d'une maîtrise d'une intention claire. Et au cœur de cette vision, il y a une idée qui m'a semblé très à contre-courant aujourd'hui. L'appel à réimaginer les archétypes. Il parle d'héroïsme, de bravoure, d'aspiration. Ce sont des mots qu'on entend assez peu dans le discours sur l'art contemporain. Oui, et il le fait de manière très provocatrice, en posant la question « Comment construire une société forte avec des récits anti-héroïques ?» Ce n'est pas un retour naïf aux héros du passé, j'imagine. Non, il suggère plutôt que notre époque a besoin de figures inspirantes, de récits qui tirent vers le haut. Il constate une saturation de l'ironie, du cynisme, de la figure de l'anti-héros. Et il appelle à réinvestir des concepts plus nobles, à leur donner une forme qui parle à notre 21e siècle. C'est sans doute la proposition la plus politique du manifeste. Après avoir posé cette vision esthétique, il s'attaque à la manière de la communiquer. Oui. Il parle de tuer le jargon artistique et, juste après, d'exprimer une voix unique. Ces deux points me semblent très liés. Ils le sont. C'est un peu un appel à la clarté et à l'authenticité contre une forme d'élitisme intellectuel. Tout à fait. C'est un plaidoyer pour une communication directe entre l'œuvre et le spectateur, sans le filtre d'un discours théorique abscon qui, selon lui, sert souvent à masquer un vide. Pour lui, une œuvre forte doit se suffire à elle-même. Voilà. Et pour qu'elle soit forte, elle doit être le fruit d'une vision personnelle, authentique, et non une régurgitation des idées des autres. Il y a ici une défense farouche de l'individualité créatrice. Contre ce qu'il perçoit comme une pensée de groupe. Une mode intellectuelle, oui. D'accord, donc on a la vision, la manière de l'exprimer, et puis le manifeste devient encore plus concret. Il donne des conseils presque stratégiques à l'artiste. C'est ça. Ça devient un guide de survie. Il est lucide sur les difficultés. Très lucide. Le 6e point, c'est d'avoir le courage de briser les règles de l'establishment. Il sait très bien que proposer des œuvres basées sur la force, la beauté ou l'harmonie, ça peut être mal vu. Qualifié de conservateur. Exactement. Et il demande quel est l'intérêt d'être un artiste si l'on ne peut exprimer sa vérité. C'est un appel à l'intégrité, même si elle a un coût. Et il ne dit pas de faire ça en solitaire, il encourage les artistes à se regrouper. Et ça, c'est fondamental. Il sent que le changement ne peut pas venir d'un individu isolé face à un système. Il faut créer une alternative. Oui, il appelle à former des collectifs, des mouvements. Il écrit que l'union est la seule chance de faire bouger les lignes. C'est très pragmatique. Et puis vient le dernier point, qui est peut-être mon préféré. Par sa simplicité désarmante. C'est ça, être révolutionnaire en retournant à ses fondations,
Un sculpteur sculpte, un peintre peint. C'est presque un retour à une vision très artisanale, très terre-à-terre de l'art. Oui, à une époque obsédée par le conceptuel. C'est l'apothéose de son raisonnement. Il dit « arrêtez de vous perdre en conceptualisation infinie ». Dans une époque qu'il juge esthétiquement affamée, l'acte le plus radical, le plus subversif, c'est simplement de faire. De créer un objet tangible, maîtrisé. Un objet qui existe dans le monde et qui parle au sens, avant de parler à l'intellect. C'est un retour au métier comme acte de résistance. La fin du manifeste est très personnelle. L'auteur tombe le masque du théoricien, Oui, il parle en son nom, comme un artiste qui se sent à l'étroit. qui cherche sa propre vérité créative loin de ce qu'il appelle le clan de l'établissement artistique. Il se positionne comme un compagnon de route pour ceux qui partagent ce sentiment. Il rappelle que le rôle fondamental des artistes, c'est d'imaginer ce qui n'existe pas encore. Nous sommes des rêveurs, pas des suiveurs, écrit-il. C'est ça. Le texte passe alors du statut de manifeste à celui d'appel au ralliement. Ce n'est plus seulement une analyse, c'est une invitation à rejoindre un mouvement, Une main tendue. un geste d'ouverture. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on part d'un diagnostic très dur sur un art contemporain jugé stagnant, déconnecté. Ensuite, le coupable désigné, une idéologie postmoderne qui aurait promu la faiblesse et la déconstruction à outrance. Et face à ça, un programme complet pour une revigoration esthétique basée sur la force, l'harmonie, l'inspiration, Et un retour au savoir-faire. C'est un document dense. extrêmement dense et qui brasse des questions essentielles. Ce qui nous laisse avec une réflexion, une question qui reste ouverte, je trouve. Ah oui, laquelle? Ce manifeste appelle à un retour aux compétences fondamentales, au métier, comme un acte révolutionnaire. Oui. Dans un monde de l'art qui a passé des décennies à célébrer l'idée que tout peut être de l'art, où le concept prime souvent sur la réalisation, est-ce que cette proposition de réintroduire des critères comme la force, l'harmonie, la maîtrise technique, constitue une avancée nécessaire ou un retour en arrière conservateur ? C'est une excellente question. Et au-delà de la technique, on peut aussi se demander que pourraient bien vouloir dire des concepts comme l'héroïsme ou la noblesse dans le contexte si complexe et fragmenté de notre 21e siècle. C'est vrai. Comment incarner ça sans tomber dans la naïveté ou la pompe ? Précisément. Le manifeste lance le débat, mais il ne le clôture pas. Il ouvre une porte et nous invite à imaginer ce qu'il pourrait y avoir derrière. Et c'est peut-être là sa plus grande force, finalement.